approach that aims at improving a more sustainable tourism. Je suis Fabrice Roy, je suis directeur de Tourisme Culture Magazine, Côte d'Azur et Monaco, et également d'un centre de formation qui s'appelle Expérience Client. On est basé à Nice et je suis absolument ravi de vous recevoir, donc je vous souhaite la bienvenue, large public, pour la tenue de cette table ronde ô combien d'actualité, puisque son titre c'est « Comment le Covid a-t-il ramené l'humain au cœur de nos métiers ?» Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Marie Condé, directrice des ressources humaines de l'hôtel Le Méridien à Nice. Je vous demande d'applaudir. Cécile Malbos, qui est responsable de l'agence Nice Côte d'Azur de la société de recrutement spécialisée en hôtellerie-restauration et qui s'appelle Agi Conseil, et Laurence Navrowski, directrice de Meraki, organisme de formation et de coaching centré sur le développement personnel. Je demande d'applaudir mes intervenants qui ont accepté de participer à cette table ronde aujourd'hui. Alors en fait, comment le Covid a-t-il ramené l'humain au cœur de nos métiers? En fait, l'humain a toujours été au cœur de nos métiers, notamment des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. C'est le moyen de procurer une expérience client exceptionnelle. Et cette exception, qui est créatrice d'émotions, c'est une condition nécessaire pour faire de nos clients de véritables ambassadeurs auprès de leurs proches et de leur réseau, ce qui est quand même le but qui est recherché. Vous savez que le bouche à oreille, c'est probablement ce qui fonctionne le mieux, notamment pour le public de proximité. La question, c'est de savoir si depuis des années, on n'a pas oublié cette évidence. En d'autres termes, est-ce que le Covid a agi comme révélateur d'une dimension qui tient plus au savoir-être qu'au savoir-faire, à l'attention portée au développement personnel des employés, à leur mode de vie, à la compatibilité de leurs valeurs avec celles de l'établissement où ils travaillent, à leur intégration, et chose qui n'est pas neutre, leur salaire. Dire que l'emploi dans notre secteur est sous tension, c'est un véritable euphémisme. En pleine saison 2021, et c'est pas moi qui le dis, c'est un rapport remis à l'Assemblée nationale le 29 septembre dernier, ce sont près de 100 000 postes qui ne trouvaient pas de preneur au niveau national dans ce secteur. Alors après des mois de confinement, le secteur ne trouve pas assez de femmes de chambre, de serveurs, de cuisiniers, de réceptionnistes pour permettre aux établissements de fonctionner à plein régime. Le personnel, notamment saisonnier, mais pas uniquement, a eu le temps pendant cette période de se pencher sur sa vie familiale, sur ce qui était important pour lui, sur des métiers alternatifs plus attractifs peut-être et moins contraignants. Beaucoup d'entre eux n'ont pas repris du service et ils ont préféré changer de métier plutôt que de revivre les horaires en coupure ou d'assumer un rapport entre charges, conditions de travail et rémunération qui ne les satisfait plus. Certains établissements ont dû fermer des chambres, restreindre leurs jours d'ouverture ou leurs horaires de service, j'allais dire, faute de combattants. Ajoutez à ça une clientèle hors norme, au sens littéral du terme, avec la diminution drastique de la fréquentation étrangère et la prise de conscience que les Français et les locaux allaient constituer, au moins pour un temps, une certaine proportion de la clientèle. Donc je me tourne vers nos intervenants, et notamment vers Marie Condé, puisque je vais vous demander de présenter rapidement donc, votre établissement et de nous dire d'une part si vous partagez ce constat et d'autre part comment vous l'avez vécu au sein du Méridien. Merci. Merci, dur exercice de commencer. Je m'appelle donc Marie Condé, je suis DRH de l'hôtel Méridien à Nice. L'hôtel Méridien, c'est un hôtel qui est situé sur la promenade des Anglais, juste en face du jardin Albert Ier, qui est un très gros bateau avec 318 chambres, avec une terrasse extraordinaire. Peut-être que vous avez eu l'occasion d'y monter. Faites-le à l'occasion, je fais un peu de pub en passant. L'hôtel Méridien, c'est un hôtel qui fait partie du groupe Marriott International, qui est un groupe énorme, qui compte plus de 7200 hôtels, 700 000 salariés dans le monde. Gros bateau, avec des valeurs aussi très ancrées autour de l'humain. Et effectivement, je rebondis sur ce que Fabrice disait, avec de grosses difficultés, complètement d'accord avec tout ce que vous venez d'évoquer. Beaucoup de difficultés, beaucoup de changements qui sont intervenus suite à la crise du Covid. Nous, on a eu une chance extraordinaire de n'être fermés que pendant 3 mois.
là où de nombreux hôtels de la côte, de la promenade aussi, qui sont les principaux concurrents, sont restés fermés de nombreux mois. Donc on a eu la chance de pouvoir continuer à exercer, mais dans des conditions compliquées, difficiles, avec de nouvelles habitudes à prendre et à mettre en place, où il a fallu que s'adaptent et les clients et les équipes également. Voilà. Alors, est-ce que Cécile, vous pouvez à votre tour prendre la parole et nous dire ce que vous pensez, présenter déjà Agiconseil, oui, et puis nous dire ce que vous pensez de ce constat à travers le recrutement? Alors déjà, donc, Agiconseil, c'est un cabinet de recrutement qui existe depuis... Parlez un peu plus fort près du Oui, micro. pardon. Donc, Agiconseil est un cabinet qui existe aujourd'hui depuis 23 ans. Donc, le siège est à Paris. À l'époque, c'était un des premiers cabinets spécialisés en hôtellerie-restauration. Et puis, nous avons donc ouvert une agence à Genève et la troisième, donc à Nice. Parce qu'on a estimé qu'il y avait effectivement de réels besoins dans le sud et de réels besoins d'être présents physiquement dans le sud. Par rapport donc effectivement à la partie recrutement, alors nous sommes spécialisés dans le recrutement des cadres. Donc c'est quand même un petit peu particulier parce que c'est vrai que la pénurie cet été notamment était essentiellement par rapport au poste opérationnel plus. Mais le phénomène est le même, effectivement. On a beaucoup de mal à trouver des candidats aujourd'hui motivés pour s'épanouir dans le secteur de l'hôtellerie-restauration tout à fait satisfaits. On va dire que c'est une difficulté assez importante. Alors, je passe la parole à Laurence Nawrocki, donc qui va présenter rapidement son organisme de formation et voir si à travers le prisme de la formation, eh bien, on peut réussir à détecter ces éléments qui sont justement ceux qui ont traversé la réflexion de nombre de personnes pendant ce confinement. Bonjour, alors je suis la fondatrice de l'organisme de formation et de coaching Meraki, qui est un organisme qui accompagne les professionnels dans le développement de leurs compétences relationnelles, leurs compétences métiers, mais aussi dans la qualité de vie au travail. Voilà, nous au niveau des activités, nous avons mis en place des formations et des ateliers sur mesure. Aujourd'hui, concrètement, notre activité a changé du fait de cette période parce que la demande n'est plus la même. On a énormément de demandes en qualité de vie au travail et en gestion du stress, et on est amené, notamment en tant que membre du SCOL International Côte d'Azur, à développer des formations sur mesure parce que les problématiques des établissements, même s'il y a des bases communes, elles ont vraiment besoin d'un accompagnement individuel et qui répondent exactement à leurs objectifs. Donc effectivement, on retrouve ça aussi dans la demande et les attentes des organismes, et notamment à travers les bilans de compétences, on a des professionnels qui ont besoin de retrouver du sens et des valeurs dans leur métier. Alors Laurence, est-ce que ces personnels là justement sont en demande de reconversion pour certains? Alors, dans les demandes qui interviennent au niveau des bilans de compétences, ce sont des personnes qui ont besoin de faire le point. Ça veut dire qu'elles aiment, en partie, certaines aiment encore le secteur du tourisme, mais elles n'y trouvent plus leur place, et ce bilan de compétences, il est nécessaire pour savoir si c'est un projet de mobilité professionnelle ou si c'est juste de rééquilibrer et de communiquer peut-être différemment, d'organiser son travail autrement, de changer de poste ou d'entité. C'est pas forcément quitter le tourisme, mais en tout cas c'est vraiment une interrogation sur ses valeurs et sa présence au sein de l'entreprise. Oui. Alors Marie, est-ce que dans cette situation que l'on peut connaître, on aurait pu mentionner des signaux faibles, on va dire, avant la crise du Covid, qui auraient pu éventuellement nous alerter sur notamment l'attractivité du métier et sa compatibilité avec la volonté de faire une carrière dans le secteur? Plus ça va, plus les personnes qui rejoignent l'hôtellerie-restauration sont jeunes, et tant mieux. Mais ce sont des personnes qui sont davantage préoccupées par leur vie personnelle, sans être péjorative, hein, il ne s'agit pas de ça du tout, mais l'équilibre vie familiale, vie privée devient de plus en plus dans les préoccupations de ces personnes-là. Donc oui, effectivement, les personnes que l'on a été amené à recevoir en entretien ou à embaucher ont eu cette préoccupation-là.
Et outre le salaire, bien entendu, parce que c'est aussi un problème qu'il faut aborder et qui est malheureusement très important dans notre secteur. Mais ils ont effectivement eu ces préoccupations-là et ça a été un des premiers signes, effectivement. Alors, je vais vous lire une parole, une phrase de Thierry Marx qui a donné justement aux deux députés qui ont fait ce rapport sur l'évolution de la gastronomie. Donc, alors là, on est dans le domaine restauration, hein, mais on peut imaginer que dans l'hôtellerie, c'est pas si différent que ça. Et donc, il a témoigné, il a dit, alors je le cite, « Nos salariés ne veulent plus avoir un rapport sacrificiel au métier, alors que ma génération était prête à travailler à genoux pour une poignée de francs. Les temps ont changé. Être payé 1 450 € net par mois comme commis de cuisine, ce n'est plus possible. Vous n'avez pas de vie sociale, vous ne finissez pas le mois et vous ne pouvez pas vous loger dans une grande ville. » Cécile, dans les personnes que vous voyez tous les jours, est-ce que ce sont des préoccupations, on va dire la balance entre la vie familiale et la vie professionnelle, et également la façon ou pas qu'on peut avoir de s'installer quelque part à partir du moment où le salaire est ce qu'il est? Et ça, Marie l'a mentionné juste avant. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a un phénomène tout à fait différent de la période où on se sacrifiait complètement pour son travail. Aujourd'hui, la nouvelle génération est très attentive à conserver une vie privée, à être épanouie aussi bien dans leur vie familiale que dans leur vie professionnelle. Et très sincèrement, je trouve ça plutôt sain. Après, il y a des actions qui pourraient être menées pour faciliter peut-être l'arrivée des employés, notamment le logement qui est un réel problème. Parce que quelqu'un qui est en période d'essai, par exemple, ne peut pas se loger. Il faut attendre qu'il soit confirmé, plus effectivement on va dire la balance entre le salaire et le loyer n'est pas véritablement satisfaisante. Donc oui, c'est des préoccupations et qui sont à tous les niveaux, ne serait-ce à un commis, mais à d'autres postes. Alors on en avait parlé avec Marie quand on s'était rencontrés la première fois en 2019. On avait parlé du marketing de l'offre en termes de recrutement. Et aujourd'hui, on voit encore énormément d'annonces du style recrute chef de rang, 1 750 € net par mois, coupure, 42 heures par semaine, contactez X. Est-ce que ça fonctionne toujours, ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à voir là-dedans et que c'est finalement un élément aussi de l'attractivité du métier? Marie, ouais. Non, ça fonctionne plus du tout, je le confirme. Il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, on recrute avec Instagram, on recrute avec Facebook, on recrute avec de la vidéo, on recrute avec un partage d'expérience aussi, avec des gens qui ont pu travailler, occuper des postes au sein de nos hôtels et qui ont été heureux, qui sont très heureux, qui ont envie d'évoluer. On recrute avec la marque aussi, avec l'appartenance à la marque, avec toutes les valeurs que les entreprises ont et qu'elles mettent de plus en plus en avant. Parce qu'effectivement, le chef de rang, 1 700 €, contacter les RH, ça marche plus du tout. Vous confirmez, Cécile? Oui, surtout la petite phrase résistance au stress, ce genre de choses. En gros, soyez un dieu vivant si possible et venez exercer chez nous quoi qu'il arrive parce que vous allez voir, c'est super. Après, il y a certainement à partir du moment où on fait ce marketing de l'offre, il faut également que le contrat soit cohérent avec la promesse. Et ça, comment est-ce qu'on fait justement? Vous avez parlé de témoignages. Ça fonctionne bien les témoignages, Marie? Les témoignages fonctionnent bien. Après, nous, on a tendance aussi à faire des journées de recrutement qui sont aussi le meilleur moyen de discuter directement sur place avec les personnes concernées, puisqu'on fait rencontrer les chefs de service, on fait rencontrer parfois des membres des équipes. Donc le contact et le partage d'expériences sur place, et puis la visite du lieu aussi, j'ai envie de dire, sont aussi très attractifs. Vous parlez de ma terrasse, venez sur ma terrasse, vous verrez que ça marche très très bien. Je confirme, aller sur le rooftop, c'est mon deuxième bureau qui est un des meilleurs bureaux de Nice, je peux vous dire.
Alors, on a parlé de vie familiale et de vie professionnelle, parce que ça, c'est également quelque chose d'important. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est ancré encore dans les esprits, et qui a d'ailleurs une certaine réalité, qui fait que quand on se destine vers ses carrières, eh bien, il faut mettre sa vie familiale entre parenthèses, au moins pendant un certain temps. Cécile? Oui, il y a des valeurs ancrées. Moi, je sais que quand j'ai commencé mon école hôtelière à Lausanne, la première question qu'on m'a posée, c'est est-ce que vous comptez avoir une vie de famille? Et à l'époque, j'étais là, ah, non, non, pas du tout. Le travail. Bon, c'est pas réaliste pour être heureux aujourd'hui. Il faut être, voilà, il faut avoir une vie équilibrée, avoir une famille en dehors du travail, je pense. Mais c'est quelque chose de très spécial. Le milieu de l'hôtellerie, ça a toujours été effectivement une question de sacrifice, une question de passion. On dit c'est un métier de passion. Oui, passion, mais jusqu'où? C'est pas parce qu'on est passionné qu'il faut abandonner toute la partie réseau, toute la partie amicale, toute la partie conviviale d'une vie. Et est-ce que, Laurence, justement dans ces bilans de compétences que vous faites faire, vous voyez poindre ou même plus que poindre cette dimension d'équation? Est-ce que les personnes sont là en se disant, moi je vais faire un bilan de compétences, donc je vais recenser mes compétences métiers, ou est-ce qu'ils se disent, je vais aussi faire un bilan sur ce que je veux réellement dans ma vie, professionnelle ou pas? Alors la réalité, c'est que déjà certaines personnes ont du mal à faire la liste de leurs compétences dans leur globalité, c'est-à-dire qu'elles ne pensent pas aux compétences transversales, et donc c'est déjà un gros travail pour elles. Mais effectivement, certaines compétences, elles sont prêtes à renoncer à ces compétences pour leur bien-être personnel et pour leur équilibre familial. C'est-à-dire des choses qu'elles n'ont plus la passion de travailler parce que ça leur coûte trop cher et l'équilibre n'est plus là. Donc, je sais faire, mais j'ai pas forcément envie de le faire. Voilà, c'est ça, c'est la motivation et l'envie qui manque. Maintenant, c'est plus le fait d'avoir la compétence. Alors, vous parlez de compétences transversales, ce sont donc des compétences qui peuvent s'exercer à travers l'ensemble de métiers très différents. On peut avoir des compétences transversales si on est dans une boutique de luxe, ou si on est à la réception d'un hôtel, ou si, en gros, si on a affaire à la clientèle. C'est ça? C'est ça, c'est des compétences qu'on peut utiliser dans l'ensemble des secteurs, comme par exemple les compétences relationnelles ou organisationnelles, et ce sont surtout des compétences qui sont attachées à nos valeurs. Les relations sont importantes. Si le professionnel se retrouve coupé de son équipe ou avec une mauvaise communication, sa compétence, elle est pas satisfaite en fait. Son besoin n'est pas satisfait. Alors est-ce que, Marie, quand on regarde les compétences, quand vous faites un entretien d'embauche par exemple, à partir du moment où il y a des gens qui se présentent pour être embauchés, est-ce qu'on va être attentif à leur valeur personnelle? C'est-à-dire, est-ce que par exemple, dans le cours de l'entretien, il est intéressant de savoir ce qui compte le plus pour eux dans la vie? Complètement. Moi, j'ai toujours travaillé comme ça. Je pense que le savoir-être, ça ne s'apprend pas. C'est quelque chose d'inné, c'est une question d'éducation, de parcours, de valeurs. Et le technique, ça prend. Le savoir-faire, ça prend. Donc après, ça dépend effectivement des métiers, parce que vous avez des métiers où la technique a une importance capitale, c'est certain. Mais le savoir-être, l'attitude sont primordiales et de plus en plus primordiales dans le recrutement. Alors, par exemple, on peut tout à fait, et on va en reparler parce qu'on a parlé tout à l'heure du pourcentage très important de saisonniers, notamment, qui ont décidé de ne pas reprendre le métier après le confinement. Mais ce qu'on a mis un petit peu sous le boisseau depuis quelques années, mais ça existe aussi, c'est le pourcentage d'élèves de lycée et d'école hôtelière qui, leur diplôme en poche, ne se destinent pas à cette profession. Et est-ce que ça ne va pas vous amener à avoir une certaine pénurie de talent, finalement, en termes de compétences métiers, et de favoriser l'intégration de personnes qui arrivent à l'heure, qui disent bonjour et qui ont une attitude, on va dire, saine, par rapport à des gens qui sont bardés de compétences et qui n'ont pas forcément ce savoir-être? Marie? Il faudra un mix des deux, donc à faire. L'idée, dans un monde idéal, c'est d'avoir effectivement les gens compétents avec l'attitude qui convient. Maintenant, on a plus tendance à aller, je dirais une expression qui n'est pas très jolie, mais aller faire notre marché un petit peu dans les écoles, aller chercher les talents, aller les repérer, les former, les faire venir. On a tendance aussi à partager avec parfois les plus anciens,
qui sont pas loin de la retraite et à faire des espèces de passerelles pour partager les compétences, les expériences. Il y a des façons de travailler qui ont pu être apprises il y a très très longtemps et qu'on n'a plus forcément maintenant dans les écoles. Donc c'est tout un mix. Je pense que c'est pas si simple que ça. Cécile, je donne des cours de communication à la fac de Nice et là, avec 2 classes que j'ai faites, j'ai demandé à chacun des élèves de me demander les 5 valeurs qui étaient pour elles les plus fondamentales, c'est-à-dire ce en quoi ils croyaient le plus, ce sur quoi ils n'étaient pas prêts à transiger. Alors il y en a une, mais celle qui arrive sur 2 classes, j'ai pas fait la 3e encore, c'est le respect. Le respect à la fois le respect pour l'attitude, pour la fonction, le respect pour l'entreprise dans laquelle on va, mais à contrario, enfin pas à contrario, mais de façon réciproque, le respect de l'entreprise pour la personne que l'on est, pour son parcours et puis pour la vie qu'on a envie de construire. Est-ce que vous notez ça, vous, Cécile, dans les entretiens que vous pouvez faire au niveau du recrutement? Est-ce que le mot respect arrive souvent au niveau de ce que les gens attendent d'une entreprise qui va les accueillir? Oui, tout à fait. Le mot respect est très important à travers la transparence de ce qu'on va proposer au candidat quand il va arriver, l'intégration qu'on va lui donner. Je dirais que c'est tout une confiance. C'est du respect et de la confiance. Aujourd'hui, on ne peut plus, je dirais, accueillir un candidat, le parachuter dans un établissement, le laisser comme ça. C'est pas respectueux. C'est pas respectueux. Il faut qu'on l'accompagne, il faut qu'il soit accueilli. Et c'est comme ça qu'il va avoir confiance dans l'entreprise, je pense. Et Laurence, dans ces bilans que vous faites, et ces accompagnements et ces coachings, est-ce que le mot respect, c'est quelque chose d'important et qui revient souvent? Alors, le mot respect, c'est l'un des premiers motifs de demande de bilan de compétences. Et la plupart du temps, c'est un manque de respect dans la communication, dans l'organisation, dans tous les besoins. En fait, on trouve beaucoup de formes de manque de respect et c'est l'une des premières demandes. En fait. C'est l'élément déclencheur souvent du bilan de compétences. Comment ça se soigne, ça, en fait, cette sincérité qui est nécessaire? Est-ce qu'il y a des moyens qu'on utilise, notamment au niveau du recrutement, justement, pour considérer, par exemple, des saisonniers, puisque c'est votre cas au Méridien, l'intégration d'un saisonnier, ça ne peut pas se faire en espérant que mi-août, il va finalement se sentir bien dans son job. Il faut que ça aille assez vite. Alors comment est-ce qu'on peut concilier ce respect, cette sincérité, et finalement l'exigence qu'on peut avoir d'une intégration rapide, Marie? Je pense que ça passe tout d'abord par l'écoute. Quand on reçoit un candidat, il y a une partie effectivement où on va présenter le poste, mais il y a une grosse partie qui est primordiale, qui est l'écoute de la personne qu'on a en face, ce qu'elle a envie de faire, comment elle voit aussi l'entreprise dans laquelle elle va rentrer, est-ce qu'elle se fait une idée juste, est-ce qu'elle se fait une idée plus ou moins faussée. Il y a cette écoute et cet échange qui, avant, c'est le savoir-être, c'est ce que je disais, c'est avant d'aller un petit peu plus loin dans les compétences techniques, c'est vraiment l'étape numéro 1. Est-ce qu'au-delà de présenter le poste, il est utile, voire indispensable, de présenter non seulement le poste, mais également les valeurs de l'établissement et celles plus précises et le contour de l'équipe dans laquelle la personne va s'intégrer? Complètement. C'est important pour la personne aussi qu'elle sache où elle met les pieds, qu'elle connaisse les valeurs et qu'elle s'identifie à ces valeurs-là, qu'elle puisse se projeter dans ces valeurs-là au sein de l'entreprise et au sein de l'équipe. Cécile, lorsque vous avez des personnes qui viennent justement pour passer des entretiens de pré-recrutement, puisqu'en fait vous faites essentiellement le tri pour après aller présenter des candidats dans les entreprises, est-ce que vous essayez de détecter quel est leur quotient relationnel finalement et qu'est-ce qui compte le plus pour eux en les encourageant à être eux-mêmes? Parce qu'il n'y a pas de problème à être soi-même si on n'est pas toxique. Comment vous faites pour ça? Ça, c'est effectivement la sélection, c'est la partie qui me regarde. Je vais choisir le candidat en fonction du poste, c'est-à-dire que je vais identifier les valeurs recherchées dans le candidat par rapport au poste. Donc déjà, il y a cette première sélection, et après, j'évalue le potentiel d'épanouissement, on va dire, de la personne au sein du poste. Et ça passe par, effectivement, essayer de connaître le candidat, essayer de le connaître personnellement,
pas dans sa vie privée, dans les détails, mais de savoir ce qui lui plaît, les relations, comment il aime travailler, qu'est-ce qui est important pour lui. Ça, c'est, oui, plus je connaîtrai bien le candidat, plus j'arriverai à savoir dans quel établissement il sera bien. Tous les candidats ne vont pas partout, mais c'est pas grave, finalement, Marie. Non, c'est pas grave, c'est bien. C'est plutôt rafraîchissant de savoir qu'on n'est pas compatible avec l'ensemble de ce qu'on peut nous proposer. Bah, c'est plutôt positif de savoir que les gens savent ce qu'ils veulent et qu'ils s'identifient à des valeurs, que ce soit dans une entreprise ou dans une autre. Alors Laurence, être soi-même, c'est important quand on veut dépasser un petit peu les chaos d'une carrière. Alors bien se connaître, je pense que c'est le fondement de l'évolution et c'est très important parce que quelquefois ça ne marche pas et on ne comprend pas fondamentalement pourquoi au sein d'une entreprise ça ne passe pas ou on ne s'épanouit pas, et les clés c'est vraiment d'apprendre à se connaître, de prendre confiance en soi, et là à partir de là on peut engager un changement positif. Vous avez un exemple récent, sans citer l'entreprise, où vous êtes arrivé pour une problématique et finalement vous en avez traité une autre. Oui, vous pouvez élaborer un petit peu là-dessus, sans citer bien sûr. Donc on était sur un établissement 4 étoiles qui vise le 5 étoiles, et donc l'objectif était la montée en compétences métiers du personnel d'une équipe. Et donc nous sommes partis sur un programme de montée en compétences purement métier, et en faisant l'entretien et l'observation préalable, on s'est rendu compte qu'effectivement il y avait des problématiques de communication, de leadership et de gestion du stress notamment, qui étaient bloquants pour pouvoir monter en compétences métiers. Donc l'étape préalable, c'était déjà que chacun apprenne à se connaître, à trouver sa place au sein de l'équipe et à apprendre à travailler ensemble pour ensuite pouvoir, comme disait Marie, les compétences métiers, ça s'acquiert, le savoir-faire, ça s'acquiert. Mais le savoir-être au sein de l'équipe, il est fondamental pour que le service fonctionne. Est-ce qu'un des éléments du savoir-être par rapport à ces métiers, c'est pas une certaine culture générale développée parmi les personnes ou les étudiants, parce qui se dessinent à ce métier, il y en a pas mal ici, développer cette curiosité, à la fois la curiosité et l'art de douter. Est-ce que ça c'est important pour avoir un référentiel qui soit le plus large possible, pour pouvoir évaluer les options et finalement avoir un esprit critique et bien affûté? Marie, est-ce que ça c'est important? C'est important parce que plus on se dit qu'on sait tout, moins on sait. Donc oui, c'est primordial de s'ouvrir et d'avoir l'esprit critique et ouvert à d'autres choses. Vous avez des personnes en réception, des personnes en service en salle, voire même des gouvernantes, voire, alors beaucoup plus rarement peut-être des femmes de chambre, mais qui vont côtoyer, surtout dans des établissements comme le vôtre, des personnes de toute catégorie sociale. Ça peut être des chanteurs, ça peut être des artistes connus, ça peut être des chefs d'entreprise. Comment est-ce qu'on fait à l'intérieur de l'établissement pour développer leur aptitude justement à pouvoir donner du répondant et exercer leur personnalité vis-à-vis de ses clients? Alors déjà, il y a le parcours des personnes qui est important à prendre en considération. Moi, j'ai appris au cours de ma carrière qu'il ne fallait pas se fier aux apparences. Vous avez des personnes vous avez des plongeurs, vous avez des femmes de chambre, et souvent ce sont des personnes qui au premier abord, on va se dire, ces gens-là n'ont pas fait d'études, ils font ça pour gagner leur vie, mais parfois ce sont des gens qui ont un parcours de vie extrêmement intéressant, ce sont parfois des gens qui ont fait des études très poussées et qui se retrouvent à exercer un métier qu'ils n'ont pas forcément choisi. Et je pense que le mix des histoires, des cultures alliées à la formation qu'on peut apporter, parce qu'effectivement quand on va côtoyer une clientèle haut de gamme, entre guillemets, il y a des choses à savoir, il y a des impératifs. Tout ce mix-là, tout ce partage, toute cette communication fait qu'on arrive à avoir une cohésion d'équipe, mais d'équipe au sens large, cohésion d'équipe au sens hôtel et pas cohésion d'équipe les femmes de chambre d'un côté, la cuisine de l'autre, la restauration. Cécile, est-ce que le vie ma vie est important quand on recrute comme ça dans un établissement? C'est-à-dire, est-ce que quand vous recrutez par exemple, je ne sais pas, un chef de réception, ça peut vous arriver, vous allez lui demander quel est le boulot d'une gouvernante générale? Non, pas vraiment, pour être tout à fait honnête. Non,
pense pas à d'autres métiers, enfin d'autres spécialités. Mais le propre de l'hôtellerie, c'est aussi ça. Hein, il y a un esprit quand même où les gens se rapprochent, où il y a on s'entraide. Hein, normalement, c'est l'esprit d'un hôtel, c'est ça. Tout le monde doit s'entraider et conserver cet état d'esprit. Mais non, je n'ai pas. Parce qu'il y a des logiques qui sont différentes, et ça c'est pas grave. On sait très bien qu'entre la salle et la cuisine, la logique elle-même du service par rapport à la logique de l'efficacité de la cuisine sont pas forcément, il y a parfois des aspérités de la même. C'est pour ça que je vous ai parlé de la réception et la gouvernante générale. Entre le service d'étage et la réception, il y a des logiques qui sont différentes, et ces logiques-là, développer leur interaction en faisant partager justement à ceux qui vont arriver le métier de ceux qu'ils pourraient critiquer éventuellement quand il y a des problèmes. Est-ce que c'est quelque chose, par exemple, que vous mettez en place de temps en temps au Méridien, Marie? Rarement. On aimerait le faire plus souvent, mais rarement. C'est pas toujours facile. Parce que c'est pas évident opérationnellement, parce que ça n'intéresse parfois pas forcément les gens, et puis que ça se fait, j'ai envie de dire, parfois naturellement, dans des contextes qui n'ont strictement rien à voir avec un vie-ma-vie. Moi, je vais t'envoyer une semaine ici, 2 jours là, autour d'échanges qui ne peuvent avoir strictement rien à voir. Les gens discutent, les gens expliquent, les gens parlent de leurs problématiques, et parfois ça se passe plutôt en off, j'allais dire, ouais. plutôt quelque chose d'imposé. Mais bon, on a des demandes, en tout cas on a des demandes effectivement où ils veulent savoir un petit peu comment ça se passe ailleurs. Laurence, est-ce que ces formations justement qui sont développées, notamment, alors formation, c'est pour ça, je rejoins complètement Marie, ça ne s'apprend pas. Le savoir-être, c'est une attitude qui est la résultante d'une instruction, d'une éducation, etc. Mais des programmes qui vont développer cet aspect-là, en quoi est-ce qu'ils peuvent aider justement à trouver cette cohésion à la fois pour les employés et puis pour les employeurs? Alors, en optimisant la connaissance de soi et puis en apprenant les ressources et le potentiel qu'on a, on a tous des compétences différentes qui sont complémentaires, et une fois qu'elles sont bien identifiées et bien réunies en équipe, c'est vraiment un point fort pour le fonctionnement d'équipe. C'est plus, je dirais, même des fois déformé, parce qu'on se retrouve avec des professionnels qui pensent ne pas être bons dans tel domaine ou avoir des idées bien arrêtées. Et puis c'est une découverte aussi de soi et des autres pour apprendre à fonctionner ensemble. Alors je vais faire un petit sondage. Vous êtes d'accord pour participer à un petit sondage à main levée? Alors il faut être hyper honnête. Hein. Qui dans la salle pense bien se connaître soi-même? Merci. On va dire un bon tiers. Voilà, la connaissance de soi-même. Et ça, on l'a vu à travers soit les formations que l'on conduit, c'est l'outil indispensable pour le relationnel avec les autres. C'est très compliqué d'avoir un relationnel, on va dire, cohérent et sincère si soi-même, on n'a pas cette... et c'est très difficile. Peut-être, d'ailleurs, Laurence, vous pouvez rebondir là-dessus, parce que vous avez des moyens, vous, et des techniques qui vous permettent à chacun de développer sa connaissance. Vous savez que j'ai pas levé la main, donc moi je me situe un peu entre les deux. Hein. D'ailleurs, j'ai pas fait lever la main ici à nos intervenantes. Il y a des techniques un petit peu pour essayer d'approfondir sa propre connaissance de soi, parce que c'est vrai que quand on se connaît plutôt bien, ou plutôt pas mal, on a plus de tendance à comprendre également les différences qu'on peut avoir avec les autres. Comment ça se passe, ça ? Alors, il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui peuvent servir pour la connaissance de soi, notamment travailler sur ses valeurs, sur la liste de ses qualités. C'est quelque chose qui n'est pas toujours évident. Bien souvent, quand j'ai des stagiaires, leur demander leurs 10 qualités, c'est quelque chose qui est parfois compliqué. Travailler sur ses talents, notamment. Et puis après, on a des outils de coaching, de programmation neurolinguistique, notamment pour toutes les stratégies qui nous font réussir, mais aussi qui nous sabotent, entre guillemets, et qui nous limitent au quotidien. Voilà. Donc travailler là-dessus, ça c'est important. Marie, concernant justement cette balance entre vie familiale et vie professionnelle, comment est-ce que vous appréhendez ça? Est-ce qu'il y a des choses qui changent au niveau des métiers, notamment dans l'aspect restauration? Parce qu'on peut probablement plus... il y a probablement plus de coupures en restauration qu'il peut y avoir en réception, où on peut avoir des shifts qui vont se succéder. Comment ça se passe chez vous?
Bah non, il y a un très extrêmement sympathique qui venait travailler chez nous, puisque on ne fait pas... Je recrute, hein, j'en profite. Non, nous on n'a pas de coupure, donc oui, on a fait ce choix-là déjà il y a quelques années parce que cette balance vie privée, vie professionnelle est compliquée à gérer, surtout principalement dans les métiers de cuisine. Donc oui, on a fait ce choix d'éviter ça. Ouais. Alors, vous avez certainement un système pour repérer les bons éléments, enfin les éléments que vous souhaitez garder. Comment est-ce qu'on fait pour les garder, ces bons éléments-là? Alors déjà, c'est pas évident. Il y a une grosse partie instinct, j'ai envie de vous dire, qui se fait au moment de l'entretien. Ensuite, les garder, c'est les intégrer au maximum, c'est communiquer, c'est être à l'écoute. Que ce soit aussi bien à l'intérieur de l'équipe qu'à l'extérieur, que ça vienne du directeur général, de la DRH ou du responsable de service. C'est la communication, c'est l'écoute, c'est les formations aussi, beaucoup de formations. Et puis que je parlais des temps off aussi, c'est un moyen de repérer aussi parfois les attitudes, les comportements, les gens qui s'imposent parfois en leader dans un événement qui n'a strictement rien à voir, mais on va se dire, tiens, lui, j'ai repéré il avait telle attitude, on l'écoutait, peut-être qu'il y a quelque chose à faire en matière de management. Enfin, c'est plus du feeling, j'ai envie de dire. Alors c'est très abstrait, mais c'est nous on travaille de plus en plus comme ça en fait. Il faut lire ses collaborateurs comme il faut lire le client. Oui, tout à fait. C'est la même chose, en fait. C'est beaucoup dans la communication et l'écoute. Beaucoup. Et l'observation. Cécile, qu'est-ce que vous attendez d'un candidat quand il vient vous voir? Quelle est l'attitude que vous allez privilégier? Vous direz ça peut dépendre du métier, mais comme on parle d'attitude, ça dépend essentiellement de sa personnalité. Il y a une qualité qui est très importante, selon moi, c'est effectivement déjà l'humilité. C'est quelque chose qui parfois manque. Et c'est important de rester humble, de se poser toujours des questions, de se remettre en question, selon moi. Après, le métier de l'hôtellerie-restauration, je pense qu'il faut aimer quand même les autres. Il faut aimer le service, il faut aimer les gens, voilà, fondamentalement. Si on n'a pas ça, c'est quand même compliqué. Les aimer au point de, effectivement, vouloir aller au-delà de ce qu'ils attendent pour pouvoir générer des belles surprises, génératrices d'émotions, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est de le faire naturellement, que ça ne soit pas forcément forcé, en fait. Ça se voit quand c'est forcé? Ça se voit un peu. Je vous aime. Ça se voit ça, oui, ça se voit quand c'est forcé. Et qu'est-ce que vous attendez d'un recruteur, donc d'une entreprise? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous disent? Voilà, on a 456 chambres, on fait 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, ou c'est autre chose? Un recruteur, par exemple, quelqu'un qui cherche un chef de réception, qu'est-ce que vous attendez de lui? Parce que vous avez cette conversation au départ. Vous voulez dire avec le client, avec mon client? Avec votre client, oui. Moi, j'ai besoin de savoir, en fait, la personne qui recherche. J'ai besoin de beaucoup de transparence. Qu'on m'explique vraiment très très clairement ce qui est recherché et en contrepartie ce que la personne va pouvoir y trouver. Est-ce qu'il va y avoir une évolution possible? Est-ce qu'il va y avoir un apprentissage possible, un développement de compétences? Donc moi j'ai besoin en fait de vraiment beaucoup de transparence et de franchise et que les choses soient dites clairement. J'ai besoin de quelqu'un pour ça, et qui soit comme ça, et après, voilà, je peux avancer. Mais je dirais qu'il y a un discours qui doit être vraiment sincère. Voilà, parce qu'on parlait de respect tout à l'heure, et en fait, assez curieusement, on vient d'en parler, mais la deuxième valeur qui était très très importante aux yeux des étudiants, c'était la sincérité. Parce que ça, c'est quelque chose de primordial. Cécile. Complètement. Et c'est attendu à la fois du recruteur et à la fois des candidats. Je pense qu'on perd du temps à essayer de communiquer des valeurs différentes. On perd du temps à essayer de montrer quelqu'un qui n'est pas nous-mêmes. Enfin, c'est une perte de temps, finalement, selon moi.
Laurence, chasser le naturel et revient au galop, c'est ça un peu que ça veut dire? À un moment donné, c'est sûr, c'est découvert. Effectivement, je pense effectivement comme Cécile que fondamentalement, il faut rester soi-même, y compris quand on est une entreprise, parce que sinon, on attire le mauvais candidat et ça ne colle pas. La sincérité, elle se traduit dans la demande au niveau des collaborateurs, c'est au niveau de la communication et de la cohérence entre cette communication et les valeurs de l'entreprise. S'il n'y a pas congruence entre les deux, ça finit par ne plus fonctionner. Et puis il y a la promesse, le contrat et puis la réalité. Exactement. Il faut que tout ça, ça soit cohérent. Oui. Une demande de cohérence. Alors on va essayer de regarder maintenant qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ce constat qu'on a mis. C'est un métier qui reste extrêmement attractif, mais qui est plombé par un certain nombre de faits qu'on vient de rappeler. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le rendre encore plus attractif justement en prenant en compte cette dimension humaine? Est-ce qu'il y a des pistes sur lesquelles vous travaillez? Vous en avez déjà cité quelques-unes, mais sur quoi est-ce que vous travaillez essentiellement, Marie, que ce soit des pistes d'intégration, de formation ou de rémunération d'ailleurs? Une idée sur laquelle on commence à travailler, c'est le management. Le management à l'ancienne n'est plus d'actualité, ne peut plus être d'actualité. Le management doit être inclusif, il doit y avoir davantage de communication. On a parlé de ça pratiquement depuis le début. Donc je pense qu'il y a un très très gros travail de formation du manager sur ses valeurs, le respect, l'écoute, la confiance. C'est ce qui va permettre aux équipes de grandir. Après, c'est essayer d'éviter, en termes de recrutement, d'aller chercher la perle rare et puis d'essayer plutôt de la construire, la perle rare. Avoir une approche différente du recrutement. Je disais tout à l'heure que nous, on allait davantage dans les écoles, partager nos valeurs, partager nos attentes, écouter aussi les attentes de la nouvelle génération. On essaye d'aller aussi, alors on va dans le local, mais de plus en plus sur l'international, sur les écoles hôtelières à l'international, pour changer les méthodes d'accueil et pour nous rendre attractifs aussi à l'international. Pour moi, c'est deux choses principales sur lesquelles on travaille. Pour développer l'attractivité. Ouais. Cécile, sur quoi vous voudriez, ou sur quoi est-ce que vous travaillez déjà pour justement gommer un petit peu ces aspérités qui plombent l'attractivité métier? Moi, je privilégie vraiment la communication, le dialogue. Je pense qu'il y a besoin aujourd'hui de vraiment s'orienter sur un mode de management one-to-one, ce qu'on appelle one-to-one, et passer du temps avec une personne, mais en étant seul, pas forcément au milieu d'un groupe. Et ça engendre effectivement beaucoup de temps pour un manager de pouvoir se dégager des moments seuls avec les employés. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu la clé, quoi. C'est donner du temps aux managers pour qu'ils puissent le donner eux aux équipes. Est-ce que le temps qu'on ne prend pas au début, justement, pour être attentif à ces nouveaux collaborateurs, c'est du temps que l'on va perdre, mais facteur 10, tout au long de la saison, parce qu'on va devoir faire du repair job sans arrêt? Oui, tout à fait, je pense que c'est clair. C'est du temps après enfin, c'est presque perdu, quoi. Donc, non, je pense qu'aujourd'hui, il y a besoin de se poser, même si on est dans le jus, même s'il y a plein de choses à faire, de se poser calmement avec le candidat, et puis discuter, parler. Voilà, je pense que ça, c'est bête, mais c'est réel. Je vais juste rebondir là-dessus. Le temps passé doit être un temps intelligent. Parce qu'on aura beau passer 1h30 avec son collaborateur, si on n'écoute pas ce qu'il dit, si on n'entend pas ce qu'il dit, on aura beau passer beaucoup de temps avec, ça ne servira pas à grand chose au final. Alors, on va passer à la formation parce qu'en fait, j'ai entendu dire, il y a une phrase qui est célèbre, c'est qu'est-ce qui se passe si on forme quelqu'un et qu'il nous quitte? Et la réponse était qu'est-ce qui se passe si on ne le forme pas et qu'il reste? Et donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Laurence? Quelle pourrait être cette dimension et qu'est-ce qu'il faudrait donner comme, on va dire, inflexion aux formations que vous avez l'habitude de donner pour justement être en phase avec ce qui vient d'être dit par Marie et par Cécile? Alors, moi je suis totalement d'accord avec Marie et Cécile sur l'importance de la communication et du
communication bienveillante et à l'écoute, à une vraie écoute active, pour apprendre à connaître ses collaborateurs individuellement. Je pense qu'à partir du moment où on connaît chacun de ses collaborateurs, déjà on est rentré dans une relation en one-to-one, comme Cécile disait, et ça nous demande moins d'efforts au quotidien, donc moins de temps, parce qu'on sait comment communiquer. Donc ça, ce temps-là, au tout début, il est intéressant de le prendre pour dire voilà, toi tu fonctionnes comme ça, moi je fonctionne comme ça, et donc on va mettre en place cette communication individuelle. Parce que la communication globale, ça ne marche pas. Et puis la deuxième chose, c'est oui, c'est les managers qui ont la clé. Et le management, ça ne veut pas dire perdre le contrôle que d'accorder la confiance à nos collaborateurs. Ça veut dire juste qu'on supervise, qu'on délègue, mais qu'on croit au potentiel de chacun. Et ça, c'est important. Il faut être appliquant. Voilà, exactement. Et inspirant et exemplaire aussi, je pense. L'exemplarité est importante en tant que manager. L'exemplarité, c'est une des clés du respect. On ne peut respecter que quelqu'un pour lequel qui est une valeur d'exemple pour soi. Alors, en guise de conclusion, on a beaucoup d'étudiants qui sont ici. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Et justement, pour promouvoir ce beau métier, parce que c'est un métier qui est magnifique, qui est difficile, mais qui est magnifique. Je pense qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui qui fait que les professionnels de ce métier, à travers leurs organisations, mais également chacun dans son entreprise, va faire ce qu'il faut justement pour régler un certain nombre de problèmes qui se posent. C'est complètement hallucinant de penser qu'il y a plus de 100 000 emplois qui ne sont pas pourvus avec le taux de chômage qu'on a aujourd'hui, même s'il est en régression. Donc, quel est votre message aux étudiants, Marie, et qui se destinent éventuellement à cette carrière? L'hôtellerie, c'est passionnant. Venez travailler au Méridien. Non, je plaisante. Il y a de la constance. Je plaisante. L'hôtellerie, c'est un métier extraordinaire parce qu'il y a une diversité de métiers, de possibilités, tellement extraordinaire qu'on peut forcément y trouver son compte. On peut démarrer une carrière. Moi, pour mon exemple personnel, j'ai démarré comme hôtesse d'accueil dans un restaurant où je disais bonjour, bon appétit, vous êtes combien? Bonjour, bon appétit, vous êtes combien? C'était pas très enrichissant au départ et à un moment donné, je me suis dit je ne peux pas faire ça toute ma vie, mais j'adore l'hôtellerie. Voilà, l'hôtellerie, c'était vraiment tout ce que je voulais faire. Et là, j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se passait dans les autres services. Et je me suis rendu compte qu'il y avait la réception. Alors, je suis allée travailler à la réception. J'y ai travaillé quelques années. J'ai vu ce que j'avais à voir. Et puis après, je suis allée travailler dans d'autres secteurs. J'ai travaillé à l'étranger. C'est pour ça... L'hôtellerie, c'est absolument extraordinaire. Alors oui, pour ceux qui ont parlé de la vie privée, de l'équilibre vie familiale, vie professionnelle, parfois on a plus envie de se poser, pas forcément envie d'avoir des horaires où on va terminer tard, commencer très tôt, mais il y a moyen de le faire dans ce domaine-là. Il y a moyen de trouver sa voie et de trouver sa passion et d'y rester. J'en suis un exemple. Merci, Cécile. Oui, je dirais que l'hôtellerie-restauration, c'est effectivement un secteur où on peut évoluer, où on peut commencer par, entre guillemets, le début, et puis s'il y a quelqu'un qui nous repère, qui nous fait confiance, on peut vraiment aller au plus haut niveau. Et je pense que c'est un secteur qui en ce sens, est très, très intéressant. Hormis le fait qu'en plus, on est en contact avec des clients, et des personnes aussi intéressantes, c'est vrai. On côtoie des gens avec une certaine culture, qui viennent de différents pays. C'est enrichissant. Voilà. Laurence? Alors moi, ce que j'ai envie de dire aux étudiants, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a rien de figé. On est dans un secteur qui est en pleine mutation. On se pose des vraies questions sur le bien-être de nos collaborateurs. Et je pense qu'il y a vraiment un souci d'améliorer cette qualité de vie au travail, que ce soit au cabinet de recrutement, en tant que DRH, ou voilà, enfin en tout cas, c'est ce qui ressort de la conférence. Et donc, il n'y a rien de figé. Vous êtes décisionnaire de votre avenir. Et donc, du coup, vous êtes aussi apporteur d'idées. Donc, vous avez des personnes, des professionnels qui vous écoutent, donc ne prenez pas de décisions hâtives, notamment quitter le tourisme. On est dans une région magnifique, il y a une palette de métiers énorme, plein de choses à découvrir et soyez plutôt acteur de votre devenir, voilà, et vous serez de plus en plus heureux du coup. C'est ce que je veux.
sens de la situation. Bien, on va conclure avec... J'ai eu une conversation il n'y a pas très longtemps avec Thierry Marx et je lui disais justement, pour répondre à ce que vous dites, l'hôtellerie et la restauration, avec l'armée, c'est 2 ascenseurs sociaux. Et là, il m'a arrêté, il m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit escalier social, hein, parce que l'ascenseur, ça va un peu vite, les marches sont parfois hautes, mais c'est vrai que ce sont des métiers, on peut commencer caporal, finir général, on peut commencer réceptionniste et être directeur de chaîne hôtelière. Et donc ça, c'est, hormis ce qu'on n'a pas parlé, vous l'avez un peu évoqué, Marie, c'est cette dimension internationale. On peut travailler à Bali, à Bora Bora, on peut travailler dans tous les pays du monde, à partir du moment où on apprend l'anglais quand même, hein, quelque part, mais c'est un métier qui peut provoquer un épanouissement absolument extraordinaire. Donc, vous avez remarqué ici, tous nos intervenants ont parlé de l'humain. On parlait de la dimension humaine de ce métier, on s'intéresse à vous, ça c'est important. On a ici la présidente du School International Côte d'Azur, c'est une association, un club avec des professionnels du tourisme dont je fais partie, certaines, Cécile et Laurence ici. Allez les voir, allez sur le site, allez voir le site du Marriott, du Méridien, parce que vous y verrez les valeurs qui sont développées dans cette société. Allez voir les autres, parce qu'il y en a d'autres qui développent également des valeurs et qui les annoncent. Et puis, bien, on peut espérer que cette prise de conscience va déboucher sur une amélioration des conditions de travail et également sur l'intégration de beaucoup de gens dans tous les postes qui sont aujourd'hui ouverts. Alors, je vais vous demander d'applaudir les intervenants, de les remercier. On a quelques minutes pour une série de questions-réponses. Est-ce qu'il y a dans l'Assemblée des personnes qui souhaitent soit faire un commentaire, soit poser une question à l'un de nos intervenants? Ou est-ce que tout est clair? Non? Oui? Alors, attendez, je vais vous apporter un micro. Ou alors, attendez, vous en avez un qui est ici, un chef. S'il vous plaît, juste le prendre. Oui, voilà, enlevez-le et puis voilà. Vous pouvez... oui, c'est pour savoir, par exemple, en plus je vois qu'il y a plein d'étudiants. Pour ma part, je viens de finir mes études de tourisme en BTS et une licence. Et donc du coup, je suis en recherche de premier emploi. Actuellement, je suis hôtesse au Méridien à Monaco. Au Beach Plaza. À l'Intempo, oui. À l'Intempo, avec Antonio. Oui, exactement. Et du coup, c'est pour savoir comment on parlait des qualités, des 10 qualités de nos stagiaires, tout, comment on peut se mettre en avant, se vendre en quelque sorte, ou dire qu'on a du potentiel, mais qu'en même temps qu'on souhaite apprendre pour un premier emploi, justement. Donc pour ma part, c'est dans la création de voyages ou d'expériences, donc en tant qu'excursionniste, lecteur-opérateur ou les réceptifs. Donc, le lien est très proche avec l'hôtellerie-restauration, donc comment on fait justement dans cette phase de premier emploi? Laurence, et puis après on va passer la parole à ceux qui veulent répondre. Je suis pas forcément, je suis pas l'unique réponse, mais déjà, est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de faire la liste de vos 10 qualités? C'est déjà le premier travail sur vous, c'est la connaissance de vous et de vous regarder avec bienveillance, parce que souvent on est très exigeant avec nous-mêmes, beaucoup plus qu'avec les autres, et puis après on a une part d'éducation, etc., hein, avec un regard qui n'est pas forcément le regard que portent les autres sur vous, donc c'est bien de faire le point aussi là-dessus. Mais ça va travailler sur vos valeurs, enfin c'est tout un cheminement personnel pour apprendre à vous connaître, et ensuite vous pourrez vous vendre avec conviction parce que vous saurez ce qui est important pour vous et qui vous êtes fondamentalement, et ce qui fait que vous êtes différente de votre voisin, ou voilà, et si ça va coller aussi avec le poste qu'on vous propose. Et d'assumer cette différence. Voilà, et de vous accepter tel que vous êtes, effectivement, parce que c'est ça la richesse aussi, c'est d'être différent des autres. Cécile? Je rejoins ce que... Cécile est d'accord. Marie? Moi j'ai envie de dire, vous êtes diplômé, vous avez un projet, vous avez une envie, et déjà c'est la base. Maintenant, si vous êtes diplômé, c'est que vous avez réussi vos examens, donc vous avez réussi. Vous avez réussi. Il faut que vous gardiez ça en tête. Vous avez réussi jusque-là, il n'y a pas de raison que vous réussissiez pas pour la suite. Donc il faut croire en vous, en vos valeurs. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Arriver à un entretien,
la tête haute, les épaules levées. Et cette attitude-là, enfin je dis pas qu'il faut avoir les épaules levées pour réussir l'entretien, mais croyez en vous, croyez en vos valeurs, croyez en ce en quoi vous avez envie, croyez en votre avenir. Ça aidera beaucoup. Et puis je rajouterais en complément de Cécile, elle a totalement raison sur ce point-là, il faut oser. Et puis il faut vous dire que 95% de vos peurs n'arriveront jamais. Hein. C'est que dans votre tête. Merci à vous. D'autres questions par rapport au thème de la conférence? Est-ce qu'il y a des désaccords profonds avec ce qui a été dit? Eh bien, avec tout le respect qu'on vous doit, on vous souhaite à ceux qui cherchent un travail d'en trouver, à ceux qui font des études de les mener à bien, à ceux qui ne se connaissent pas assez de parfaire leur connaissance d'eux-mêmes, et à ceux qui ont des questions, bien de nous les poser, parce que notre responsabilité, eh bien, c'est de vous aider à passer la prochaine marche. Je vous remercie infiniment.